On va avoir l'occasion de revenir un petit peu encore avec ce qui nous reste au menu de ce soir sur cette question de la novlangue, cette manière de neutraliser le langage, de détruire en fait le langage, qui est celle du néolibéralisme et des robots macroniens ou macronistes. Mais justement, alors il y a une tribune qui est parue dans le JDD ce week-end. C'est une tribune de 660 médecins, dont des chefs de service, des responsables d'unités de soins, qui ont mis en jeu leur démission en protestant contre le manque de moyens mis à leur disposition. Alors, vous devriez voir un dessin d'ailleurs qui nous a été envoyé par un dessinateur, Boris Eldiabolis d'Olivet. Voilà, normalement ça doit s'afficher. Et bref, donc il y a eu cette tribune dans le JDD et Agnès Buzyn y a réagi ce dimanche sur le plateau de BFM TV. On l'écoute ensemble. 660 médecins qui vous interpellent directement, Madame la Ministre, durement. Ils menacent de démissionner, purement et simplement, parce que les annonces que vous avez faites il y a quelques semaines leur semblent totalement insuffisantes. Je vais vous citer 2 phrases de cette tribune, j'aimerais que vous puissiez y réagir et leur répondre. Le vrai ministère de la Santé est désormais à Bercy. Première phrase. L'hôpital se meurt et la ministre ne lui administre que des soins palliatifs. Ce sont des propos durs qui vous sont adressés. Alors, d'abord, c'est faux. C'est faux parce que je travaille en fait à améliorer la situation de l'hôpital depuis 2 ans. Je suis la ministre qui, depuis 10 ans, a réaugmenté le budget des hôpitaux. L'année dernière, pour la première fois, les budgets ont été en hausse alors qu'ils étaient en baisse depuis 10 ans d'affilée. J'ai rajouté des financements, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais j'ai réalloué des centaines de millions d'euros cette année qui n'avaient pas été dépensés par la sécurité sociale, que j'ai redonnés à l'hôpital. Et là, les annonces que je fais sont des annonces qui vont donner de l'air à l'hôpital. Mon objectif, c'est évidemment de réenchanter l'hôpital public, de faire en sorte que les personnels aient envie d'y travailler, aient envie d'y rester, parce que c'est extrêmement important pour les Français et pour la ministre que je suis. Voilà, on se demande ce que ça peut bien vouloir dire réenchanter l'hôpital. Alors, une bonne dose d'indécence quand même quand on sait l'état dans lequel se trouve l'hôpital et les situations auxquelles sont confrontés les personnels soignants, qui se rendent compte que voilà, il y a des gens qui ne peuvent pas soigner, faute de moyens, mais il s'agit de réenchanter l'hôpital public. Voilà. Et alors, du coup, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Bon, on peut faire des hypothèses. Par exemple, donc comme cela a été révélé par Julien Brigaut dans Le Monde diplomatique, la DRH du CHU de Toulouse, pour répondre à la souffrance au travail, avait proposé des séances de rigologie. Donc voilà, on rigole à Corche déployée, on fait des activités comme ça de groupe, ludiques, pour évacuer tous nos stress. Bon, voilà. Comme ça, on oublie qu'il y a des gens qui meurent alors qu'on aurait pu les soigner et qu'on pouvait les soigner dans le même type de situation avant qu'il y ait des coupes budgétaires. Finalement, on traite l'ambiance, l'état d'esprit du personnel plutôt que les problèmes réels. Ça coûte moins cher, sans doute, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est la réponse qui est choisie face à des suicides, puisqu'il y a des suicides aussi en série dans le monde hospitalier. C'est pas que... c'est en ce moment aussi à la SNCF et dans d'autres secteurs. Tu parlais de la directrice d'école de Pantin, voilà, qui s'est suicidée en mettant directement en cause ses conditions de travail. Donc, face à ce phénomène-là, on met en place ces espèces d'absurdités managériales. Qu'est-ce que ça t'inspire, Judith? Que c'est toujours la même démarche d'une psychologisation, en fait, de la violence sociale, de laisser entendre aux individus que ce serait eux, dans leur fort intérieur, leur configuration psychologique, qui sont à la peine, inadaptés, et donc c'est en sculptant, remodelant quelque chose de l'ordre de leur intériorité, qu'on va les adapter. Évidemment, c'est la manière la plus sûre d'éviter d'interroger les structures de travail dans lesquelles on s'active, les structures évidemment essentiellement économiques. Cette manière de développer tout ce qui est coaching, happiness manager dans les entreprises, tout ça. Positif, il faut toujours de la positivité. Bien sûr. Il faut surtout laisser chacun imaginer qu'il est responsable de sa propre souffrance. Ce qui est terrible, c'est que ça marche. C'est-à-dire que l'augmentation des suicides au travail, des suicides qui se réalisent sur le lieu de travail avec des messages explicites incriminant le travail, ces suicides marquent bien que la subjectivité qui a fini par se donner la mort, elle a considéré que c'est en elle, en effet, que quelque chose bloquait et que c'était elle qu'il fallait supprimer, au lieu de flinguer son patron.
Par exemple, On se flingue ça. tant qu'à On se flingue ça. commettre Il y a eu un film un là-dessus. geste violent. Il y a un film très drôle là-dessus d'ailleurs. Il y a plusieurs films où on voit la mise en scène d'un meurtre d'un patron, mais c'est étonnant la manière dont, en effet, ça a été incorporé par une grande partie du corps social, cette incrimination de la sphère intime, la sphère privée, et les gens vont aller faire du yoga, vont aller faire une psychothérapie, etc., parce Pour qu'ils souffrent au supporter travail. Mais ils souffrent au l'insupportable. travail parce qu'on est dans une société capitaliste qui écrase complètement nos vies. Et ce qu'il faut changer, c'est le capitalisme. Il faut s'en débarrasser. Il ne faut pas aller voir des managers de l'âme. Il faut faire la révolution. Alors, on va pas avoir appelé à tuer son patron parce que le directeur de publication ici, c'est Julien Terry, donc il va peut-être pas apprécier. On laisse les gens choisir, on leur a mis conscience. Peut-être qu'il a des orientations un peu SM, non? Oui, Ah, oui, déjà, pourquoi pas. prendre cette responsabilité, c'est déjà le cas. Hein. Mais seulement dans la chambre à coucher. En dehors, non, je suis pour D'accord. l'égalité. Ok, mais on fera en sorte que ça se passe dans une chambre à coucher. Alors. Ok, bon. Mais du coup, alors, pour rebondir là-dessus, parce que quand même, donc, elle nous dit ça, on va réenchanter l'hôpital, alors qu'en parallèle, on sait la politique qui est la leur. Et c'est vraiment une perversion du langage à laquelle on assiste. Et je voudrais quand même juste qu'on parle rapidement de cet article de Frédéric Lordon la semaine dernière sur son blog La pompe à finance, le moment Potemkin, et je vais le citer, puisque c'est vraiment ce qui s'est passé avec Buzyn illustre totalement ce qu'il explique. À ce niveau, dévoyer les mots, c'est conchier les choses. Quand Édouard Philippe s'enveloppe dans le CNR, alors qu'il détruit avec une froide méthode tous les acquis sociaux du CNR, il conchit l'histoire politique de la résistance. Quand Attal et Montchalin osent dire que le suicide d'Anas, l'étudiant qui s'est immolé, n'est pas politique, il conchit son lit de douleur et peut-être sa tombe. Partout des conchieurs dans les palais. Buzyn ferme des lits pour améliorer la qualité des soins. C'est une citation exacte. Vidal décuple les frais d'inscription des étudiants étrangers pour mieux les accueillir. Pénicaud défait le code du travail pour protéger les salariés. Or, nous dit Lordon, on n'a pas débat, grand ou petit, au milieu d'une langue détruite. À quoi pourrait en effet ressembler un débat sur les retraites en face de quelqu'un qui démolit tout, en jurant faire vivre l'esprit du Conseil national de la résistance? Et même, comment résister à l'envie de lui mettre une petite tarte? Alors, voilà. Oui. Non, mais ce qui est Donc- hallucinant, c'est que récemment, quand même, des suicides de jeunes gens ont mené à des révolutions. Enfin, la Tunisie, c'est parti d'un suicide, même si c'est pas le seul facteur, mais c'est parti comme ça. La Tchécoslovaquie, il y a quelques décennies, c'était le cas aussi. Et aujourd'hui, on a intégré, comme tu dis, un certain nombre de violences qui deviennent de l'ordre du normal dans le quotidien. Mais ce que ces gens font subir au langage est effectivement totalement terrifiant. Ensuite, ils accusent les autres de violence. Alors, par ailleurs, ils la font exercer de manière radicale par la police, mais ils ne laissent aucune autre possibilité de communication, en fait, que les actes violents, finalement, puisque parler avec eux, c'est impossible. Ils mentent dès le départ. Ils sont dans un autre régime de vérité dans lequel le faux devient le vrai. Hein, et ça, c'est une technique de manipulation du langage qui est celle de la com. Hein. Quand on veut licencier des gens, on fait un plan de sauvegarde de l'emploi, par exemple. Hein, mais il y a plein d'exemples comme ça. L'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants extracommunautaires s'appelle Bienvenue en France. Bienvenue en France, Bienvenue en Bien- France, et voilà, donc c'est il ça. faut qu'ils payent 6 Donc, 000 balles. c'est vraiment devenu une technique. Vous voulez faire une saloperie et vous lui donnez pour nom quelque chose de sympa et de gentil qui est l'exact inverse de ce que vous allez faire. C'est vraiment une règle de la com. Enfin, je veux dire, et à ce stade, effectivement, c'est de l'ordre de la destruction du langage et on rentre dans une sphère qui est, à proprement parler, totalitaire. J'aime pas le mot, mais là, effectivement, ça change la totalité de la réalité et ça ressemble vraiment, ça ôte toute prise en fait à ceux qui sont dominés dans cette réalité et c'est vraiment 1984 de George Orwell. Et à ce propos d'ailleurs, je crois, on a repéré un petit tweet de Legendre qu'on voulait vous montrer dans la même veine. Hein. Encore un exemple. Normalement, là, il s'affiche pour vous. À propos de la démission de Delevoye, justement, hein, de Jean-Paul Delevoye, qui est quand même donc un camouflet pour le gouvernement, pour la retraite elle-même, pour Emmanuel Macron, pour la République En Marche. Eh bien, que dit Legendre en utilisant cette bonne technique de communication qui consiste donc à dire quelque chose de positif qui est l'exact inverse de la réalité? Il dit: la démission de Jean-Paul Delevoye, bien sûr, nous en sommes tristes, mais de toute façon, il restera comme celui qui a conçu la réforme des retraites la plus protectrice depuis
1945 depuis l'œuvre du Conseil national de la résistance, alors que ce qu'a fait Delevoye, ce qu'il voulait faire et ce que va essayer de faire celui qui va lui succéder, c'est exactement l'inverse, détruire les protections qui ont été acquises de haute lutte et mises en place en 1945. On dit l'inverse de ce qui se passe, et avec enthousiasme. Et cette destruction, c'est la destruction du dernier ordre symbolique, c'est-à-dire que Frédéric Lordon montre très bien dans son papier que le macronisme, c'est l'art de détruire les unes après les autres toutes les instances de représentation et de médiation. Ils ont complètement court-circuité tous les intermédiaires, les partenaires sociaux, les corps intermédiaires, tout ce qui, dans une société, permet de faire de l'interface, de faire médiation, de faire représentation. Et donc, on court-circuite les partis politiques. Macron sort de nulle part, il n'a pas vraiment de parti, c'est pas grave. On court-circuite les syndicats, ils ne sont pas légitimes, ils ne sont pas représentatifs, on ne parle pas avec eux, on s'en fout. Et petit à petit, on fait sauter comme ça toutes les institutions dont la vocation est d'organiser quelque chose de l'ordre du dialogue, de soi à soi, dans le pays. Et donc, à la fin, on s'en prend à la dernière institution de médiation, le dernier interface, c'est le langage. Le langage lui-même. Et alors là, une fois qu'on a touché cet ultime rempart, celui aussi qui nous constitue comme être humain, attention, celui-là, Lacan nous a mis en garde sur l'importance. Nous sommes des par-lettres, nous sommes structurés par le langage. Si on touche à cette structure-là, que reste-t-il de nous ? Que reste-t-il sinon une violence brute, celle qui du coup va se libérer dans des manifestations qui pourraient devenir émeutières, pourquoi pas l'émeute, puisque de toute façon les autres formes d'expression sont inaudibles. Alors il reste l'émeute, mais vraiment c'est le gouvernement qui aura produit exactement cette réaction-là. Il n'hésitera pas à la réprimer par tous les moyens, mais c'est absolument terrifiant, effectivement. C'est une stratégie qui est tout à fait effrayante. Et on voit par contraste ce que tu disais, ces gens-là ont détruit les médiations, et c'est ce qui fait la différence entre ce bloc bourgeois réunis électoralement par Macron et la vieille droite, même s'il y a plein de gens de la vieille droite, à commencer par Delevoye ou Édouard Philippe, des gens issus des Républicains qui sont au gouvernement. La politique qui est menée est très clairement une politique de droite, et même très très à droite. Mais la différence avec l'ancienne droite, à laquelle, dans une certaine mesure, appartenait encore Sarkozy, c'est que ces gens-là menaient une politique de classe. Et ils savaient qu'ils privilégiaient des intérêts de classe, les intérêts des privilégiés, des dominants, et ils savaient aussi qu'il faut s'arrêter. Qu'il faut savoir s'arrêter. Qu'à un moment donné, il ne faut pas aller trop loin. Mais alors, tu dirais qu'En Marche ne mène pas une politique de classe ? Si, mais ils ne l'admettent pas. Eux, mais si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous n'avez pas compris. C'est pas parce qu'on a des intérêts divergents. C'est que vous n'avez pas compris, on va vous rééduquer, vous expliquer. C'est un peu, si tu veux, la différence. C'est un peu la différence entre Le Monde et Le Figaro aussi. C'est-à-dire que Le Figaro, c'est la vieille droite qui défend les intérêts des possédants, et qui s'en cache pas vraiment, en fait, et qui considère qu'il y a des classes sociales différentes, que c'est fatal, que c'est comme ça, qu'il y en a qui vivent moins longtemps, tant pis pour eux. C'est du pessimisme anthropologique, si on veut. Alors que Le Monde, c'est des évangélistes, c'est des idéologues du marché, du néolibéralisme, et c'est aussi la différence entre la vieille droite et le macronisme. Le macronisme est encore plus radical, c'est encore plus à droite, bien sûr. Ce qu'on appelle l'extrême centre. Mais c'est plus pervers. Voilà, c'est aussi ce qu'on peut appeler l'extrême centre, oui, tout à fait. Ouais. Non, j'essaie juste à ce que... Et effectivement, porter atteinte, on terminait là-dessus, porter atteinte au langage lui-même, c'est quelque chose qui est extrêmement grave. Grave. On va regarder un petit magnéto tout de suite, puisqu'on est dans le registre des décalages entre les annonces et la réalité. On va regarder un petit magnéto que nous a préparé Guillaume Cage. Le système à points, une fois lancé, sera simple, pratique, plus juste. Si, parce qu'on passe par un système de points. Et donc la valeur du point fait que ça va permettre de valoriser toutes les années. Si on ne passait pas par les points, ça ne marche pas. C'est un peu technique. Cette histoire de points, déjà, je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation. Il s'agit bien nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui permet une transition complète. C'est un peu technique. Parce que la valeur, aujourd'hui, on compte les salaires, mais on ne compte pas la valeur en matière de salaire. C'est un peu technique. Le point sera fixé à 10 €. Il aura dans toute sa fonction tout au long de la carrière, ce point sera revalorisé en fonction de l'inflation lorsque la pension sera liquidée, et il sera revalorisé en fonction des salaires tout au long de la période de votre carrière.
C'est un peu technique, mais donc par le système de points, par la valeur de points, on peut tout à fait faire en sorte que l'ensemble de la carrière soit égal ou supérieur à aujourd'hui par les systèmes actuels. On prend certes des années, mais pas tout. C'est un peu technique. Par exemple, pour les fonctionnaires, aujourd'hui, on ne prend pas les primes. Donc, en fait, certes, on prend les 6 derniers mois, mais comme il y a toute une partie du salaire qu'on ne prend pas en compte, bien finalement, ils sont pénalisés aujourd'hui. C'est un peu technique, mais évidemment, le système va être calibré pour que les retraites soient tout à fait comparables demain, et pour certaines catégories, les plus lésées, que ça soit beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Nous transformons très progressivement le système de retraite des Français pour bâtir un système de répartition pratique, plus juste, plus simple, plus fort. Travailler, l'améliorer, faire plus vite nous rend plus fort. Que jamais, heure après heure, le travail n'est jamais fini. Technique, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est Pénicaud. Cet argument, il est fantastique. Excusez-moi, c'est un peu technique. Ça, c'est l'argument dont se sert toujours l'élite quand elle veut faire passer un truc qu'elle comprend pas elle-même, hein, parce que la plupart de ceux qui mettent en œuvre cette réforme ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils sont en train de faire. Ils se doutent qu'on va apercevoir qu'ils ne comprennent pas, et pour éviter qu'on aperçoive qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes, ils disent c'est technique, en nous laissant imaginer que si nous ne comprenons pas, c'est que c'est trop technique pour nous. Alors cet argument de c'est un peu technique, tout le monde de la finance, les traders, tous les marchés financiers sont organisés autour de ça, d'une opacification comme ça de tout ce qui se passe en termes de transactions économiques. Hein, on rend ça très technique, on le fait apparaître comme très technique. Sur le mode, vous inquiétez pas, on est des experts, on maîtrise. Voilà. Et résultat, 2008, l'économie planétaire explose. Et là, on découvre que, en fait, la plupart des acteurs de ce modèle économique ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient, disaient à tout le monde, c'est un peu technique, hein. Excusez-moi, c'est un peu technique, mais je maîtrise. En fait, ils ne maîtrisent pas. Elle ne maîtrise pas quand elle dit c'est un peu technique. Personne ne maîtrise. Ils ne se rendent pas compte, je pense, peut-être c'est encore le faire crédit de beaucoup d'humanité de dire ça, je pense qu'ils ne se rendent pas compte du saccage qu'ils sont en train de mettre en œuvre avec cette réforme-là. Ils ne le mesurent pas. Mais je leur fais crédit de beaucoup d'humanité en imaginant que donc ils s'apprêtent à massacrer le système de nos retraites tel qu'il a été élaboré par le Conseil national de la résistance en ne sachant pas qu'ils le massacrent. Il y a aussi l'hypothèse du cynisme. Ceux qui roulent pour le capital, ils savent qu'ils le massacrent et ils le font tout à fait délibérément. Et pour réagir sur ce que tu disais à l'instant, Blanquer, sa première réaction à la veille de la grève du 5, c'est de dire les profs n'ont pas compris. Mais bien sûr, toujours. Donc, c'est ça. Toujours. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui touche un peu l'amour-propre du prof, qui, je pense, a permis d'avoir un peu plus de profs dans la rue. Donc, il continue sur cette lancée, c'est très très bien. C'est l'argument de la pédagogie. Il y a encore eu une sortie qui a été virale sur Twitter ensuite de Jacques Attali qui a dit ce qui manque, c'est la pédagogie. Comme d'habitude, les gouvernés sont des enfants, ils ne sont pas capables de savoir ce qui est bon pour eux, mais donc il faut bien leur expliquer. C'est aussi une stratégie qui consiste à éviter qu'on parle du projet dans son ensemble, qu'on pose de toute façon comme acquis, pour attirer ensuite dans les discussions techniques. Ouais. Pour que les principes même, en l'occurrence, le système des retraites ne serait pas viable, c'est faux. Les Français voudraient changer le système de retraite, ils auraient conscience que ça ne peut pas durer, c'est faux. Ce sont les deux préalables qu'Édouard Philippe pose toujours avant de se mettre à discuter de la réforme, alors que évidemment c'est cela qu'il faut remettre en cause. Oui, les et il prémices sont accepte fausses, en fait. de discuter que de détails, que de questions techniques, sectorielles, partielles, pas de l'objectif final. C'est aussi une stratégie de cet ordre-là, mais je suis d'accord avec toi quand tu dis que la plupart des gens, et on l'a très bien vu de toute façon, même les ministres ne savent pas en fait exactement comment ça fonctionne, et quand ils ne sont pas réfugiés dans les éléments de langage, dans cette novlangue morte, et pire que morte en fait, destructrice du langage lui-même, qui consiste à dire le contraire de la réalité, quand ils ne sont pas réfugiés donc, dans cette espèce de positivité aberrante, eh ben, le roi est nu. Et on se retrouve avec cette députée LRL dans une séquence qui est enfin, mythique, extraordinaire. Elle est députée. Elle est députée. Ça va être croquignolesque dans les jours qui viennent, parce qu'en fait, leur plus grande peur depuis ce matin, c'est que le seul qui connaissait parfaitement la réforme, c'était Delevoye. Et depuis ce matin, tu lis dans tous les papiers qu'en fait, ils sont tous en stress total parce qu'en fait, Buzyn, qui était sa ministre de tutelle, ne s'y connaît pas plus sur la réforme. Et donc là, ils sont en totale panique. Mais d'ailleurs, on voit bien, à la fin, derrière, ceux qui savent vraiment ce qu'il faut faire, c'est BlackRock et c'est les grands fonds de pension. C'est sorti aussi, il y a eu des instructions qui ont été faites par BlackRock, donc par cet énorme fonds de pension qui gère autour de 6 000 milliards de dollars, dont les dirigeants sont plus puissants que des chefs d'État. Ils ont fait des recommandations au gouvernement français sur la façon dont il allait falloir procéder pour
les retraites. Et c'est là qu'on voit que c'est des évangélistes et des idéologues, hein, les gens comme Philippe et les autres, nourris à von Hayek, etc., avec cette foi en une justice immanente que le marché pose. Ils sont convaincus qu'en obéissant, en suivant les directives de ces gens-là, les choses vont s'harmoniser d'elles-mêmes. Alors c'est la raison pour laquelle il faut plus... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, Jimmy. La raison pour laquelle il ne faut plus jamais leur laisser employer le mot de réalisme, dont ils se servent énormément, hein, disant toujours que la réforme des retraites, elle s'impose, comme toutes les autres réformes, au nom du réalisme. Tu as souligné plein de fois à quel point leur langue était absolument décrochée de la réalité, elle ne correspond pas à la réalité. Leurs méthodes sont absolument irréalistes. Hein, c'est pas en fracassant tout un peuple qu'on améliore un système de protection, ça marche pas comme ça. Or, sans arrêt, c'est nous, ceux qui sommes plutôt du côté de la contestation, de la rébellion, de la colère, qui sommes taxés d'être des idéologues et de ne pas être réalistes. Quand nous disons, nous voulons une protection universelle, oui, mais une protection, enfin un régime universel vers le haut. Nous, on veut la retraite comme un salaire continué pour tous, avec les 6 derniers mois du niveau de revenu qui sont poursuivis ensuite dans le salaire. Bien sûr qu'on veut de l'universel, mais on veut le meilleur pour tous. Et on nous répond toujours pas réaliste, idéologue. Or, pas réalistes, eux le sont bien plus que nous. Ils parlent une langue qui est complètement hors sol. Et idéologues, ils le sont plus encore que nous. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. Ouais. Mais et ça se fonde, tout ça, je pense, sur une forme de pessimisme anthropologique. C'est-à-dire que les dégâts effectifs auprès de pans de plus en plus énormes de la population, que font ces systèmes néolibéraux, notamment aux États-Unis, on les cache, on les voit le moins possible, on les montre le moins possible. Et si jamais on ne peut plus les nier, on dit, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, c'est bien triste, mais c'est comme ça. Dans une société humaine, il y a des gagnants et des perdants. Voilà. La fatalité de la mondialisation. Il faut être compassionate, il faut avoir de la compassion, c'est ça l'idée de la compassion. C'est fatal, voilà. Alors, être humain, c'est finalement s'en affliger un peu, voilà. Mais c'est tout ce qu'il y a à faire. Alors que justement, imposer le marché, c'est pas mettre en place s'accorder à une réalité qui est comme ça complètement exogène. C'est au contraire, il faut le faire contre les gens parce que les gens ont une tendance naturelle à la coopération qui du coup est incompatible avec le marché et donc il faut combattre cette réalité. Il faut la combattre par la force, la police, la répression et donc vraiment exercer cette force au nom de la réalité, c'est complètement absurde.